Brève, j'espère qu'elle vous a permis de reprendre souffle parce que nous avons des sujets très riches qui nous attendent au cours des interventions qui vont avoir lieu maintenant. Nous avons centré cela autour d'une thématique un peu générale qu'on a appelée les actualités du moment et les points de vigilance, parce que c'était difficile évidemment de trouver une thématique d'ensemble, mais je trouve que cela reflète bien en réalité les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Au-delà des enjeux de la crise sanitaire que nous avons longuement évoqués ce matin, il y a énormément d'autres sujets qui ont pu parfois être impactés par la crise sanitaire ou qui se poursuivent, je dirais, en marge de cette crise sanitaire tout en ayant une ampleur qui reste très importante. Alors, le changement climatique, pour ne prendre que ce premier exemple par lequel on va commencer, c'est quelque chose qui est à l'œuvre, crise sanitaire ou pas, qui peut avoir une évolution, bien entendu, liée à la crise économique et sanitaire, mais qui se poursuit de toute façon. Et donc, ce serait tout à fait dommageable pour nous, superviseurs, de laisser ce risque de côté en considérant que notre énergie doit être consacrée entièrement à la gestion de la crise. Il faut non seulement que nous sachions gérer la crise, mais que nous prenions en compte également ce type de risque. Donc nous allons avoir maintenant une série d'interventions sur des sujets d'actualité et le premier d'entre eux est consacré au changement climatique. Nous aurons ensuite une présentation sur les risques liés à la sécurité des systèmes d'information, puis une présentation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Quelle est notre actualité dans ce domaine qui bouge beaucoup? Et nous terminerons par un sujet qui a suscité une actualité très riche au cours des événements liés à la crise, qui est celle de la clarté des garanties et de la commercialisation des contrats d'assurance. Je m'arrête là et je passe immédiatement la parole à Laurent Clerc, que nous avons déjà vu ce matin, mais qui est aussi notre grand spécialiste des questions de climat. Et donc je lui demande de nous parler de la prise en compte des effets du changement climatique dans les analyses que nous faisons sur les secteurs bancaires et assurantiels. Laurent. Merci beaucoup Dominique. Donc je vais vous parler effectivement des analyses qui sont faites sur le changement climatique dans le domaine de la banque et de l'assurance. Peut-être juste pour faire le lien avec la matinée, on s'interroge souvent sur ce que pourrait être le risque de transition. C'est un risque qui est associé à la mise en œuvre de politiques par les autorités assez drastiques en matière de changement climatique. Et un bon exemple, c'est les mesures prises dans le cadre du Covid, de la Covid, puisque les gouvernements ont décidé de mettre sous cloche, pour des raisons sanitaires, les économies. Et donc c'est une bonne illustration du risque de transition, avec un impact très fort et différencié sur les secteurs d'activité. Alors c'est un sujet qui a gagné beaucoup d'importance à la fois dans le domaine de la supervision et de la réglementation. Pour en donner un exemple, on peut citer la création de 2 commissions consultatives sur le climat et la finance durable en 2019, à l'ACPR et à l'AMF, l'ACPR se focalisant sur notamment les engagements pris par les établissements bancaires et d'assurance en matière de climat, et l'AMF sur le secteur des sociétés de gestion et des émetteurs non financiers. Ces 2 commissions ont été créées dans le cadre d'un accord de place du 2 juillet 2019. La commission de l'ACPR est présidée par Patrick de Cambourg, qui est membre du collège de l'ACPR et également président de l'autorité des normes comptables, et en charge au niveau européen notamment de réflexions importantes sur la publication d'informations non financières, en particulier consacrées au climat. Ces commissions, en ce qui concerne celle de l'ACPR, est constituée d'un panel varié d'académiques, de représentants d'organisations non gouvernementales et surtout de représentants du secteur bancaire et de l'assurance. Alors le rôle des commissions, c'est notamment d'assister le collège de supervision de l'ACPR dans sa mission à la fois de régulation et de supervision du risque climatique, et c'est aussi de suivre et d'évaluer de façon indépendante les engagements qui ont été pris par les institutions financières en matière de changement climatique.
L'objectif de ces commissions, c'est de publier un rapport commun sur les engagements pris par les établissements financiers. Le premier rapport sera publié à la fin de l'année, fin décembre. C'est un exercice qui sera reconduit tous les ans pour mesurer à la fois les progrès et les engagements pris par les établissements financiers. La publication cette année sera focalisée sur la question des politiques charbon, mais le champ d'investigation des commissions sera progressivement étendu à l'ensemble des énergies fossiles. Et ces travaux s'opèrent aussi dans un contexte réglementaire en pleine évolution, notamment sur la production d'informations en matière extra-financière, à la fois dans le cadre d'un règlement d'une directive européenne qui porte sur la publication d'informations non financières et la loi énergie-climat et son article 29 qui remplace l'article 173 de la loi sur la transition énergétique et de la croissance verte, dont je reparlerai ultérieurement. Alors tout d'abord sur les travaux faits par l'ACPR et l'AMF, un premier rapport sur les politiques charbon a été publié le 29 octobre dernier. Vous avez dans les transparents le lien sur le document. C'est une étude qui a été basée sur des informations collectées auprès des établissements avec des entretiens et puis l'utilisation aussi des rapports prudentiels à la disposition des deux autorités. Alors les principaux enseignements qu'on peut tirer de ce premier exercice sur le charbon, c'est le constat d'une prise en compte générale de la responsabilité du secteur financier et un engagement fort des institutions justement de sortir progressivement du financement du charbon, certaines étant d'ailleurs déjà sorties et d'autres annonçant leur sortie progressive au cours des 2 prochaines décennies. Ce qu'on constate également, c'est un degré d'exposition très faible du secteur financier au secteur du charbon, puisque ça correspond à la fois pour les banques, les assurances et les sociétés de gestion à des expositions qui représentent moins de 1% du bilan. Ce qu'on constate par contre, c'est une très grande hétérogénéité dans les pratiques, puisque certains établissements, comme je l'ai dit, sont déjà sortis, d'autres pas tout à fait encore, et on note aussi un degré d'hétérogénéité dans les pratiques et les méthodologies qui sont mises en œuvre par les établissements. Alors les points d'attention qu'on a mis en avant dans ce premier travail, c'est peut-être la nécessité de définir plus précisément les objectifs, en particulier d'annoncer une date précise de sortie. Ce n'est pas fait par tous les établissements, c'est fait par quelques-uns. La deuxième, c'est d'homogénéiser un petit peu les pratiques, notamment en ce qui concerne les critères qui sont utilisés pour définir les politiques relatives au charbon, la définition des seuils d'exclusion ou le périmètre des instruments financiers qui sont considérés, puisque certains ne prennent en compte que le crédit, alors que d'autres prennent en compte aussi les financements, voire les opérations de couverture dans ces opérations-là. Évidemment, on ne peut que constater la difficulté à réaliser cet exercice, puisque un certain nombre de données ne sont pas nécessairement disponibles ou accessibles aux établissements financiers, et c'est lié à des lacunes d'information, notamment en provenance des entreprises financées elles-mêmes. Ce qu'on note aussi, enfin, c'est une grande diversité des approches adoptées dans les méthodologies, notamment, qui mériteraient certainement sur laquelle il mériterait certainement de travailler. Alors, la dernière recommandation dans ce rapport, c'est d'accroître la transparence à la fois sur les données communiquées et utilisées pour réaliser les analyses des établissements, et puis aussi rendre un petit peu plus intelligible pour les investisseurs et les clients les méthodologies qui sont utilisées. Alors comme je l'ai dit, l'environnement réglementaire évolue et je voudrais profiter de cette présentation pour attirer l'attention des établissements financiers sur justement des obligations nouvelles en matière de reporting à partir de 2021. La première, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Disclosure qui va rentrer en application dès mars 2021 et qui a des implications
supplémentaires en termes de publication, notamment pour les banques, les assureurs et les sociétés de gestion. Alors c'est tout d'abord la publication et la prise en compte du risque de durabilité dans les politiques d'investissement et les politiques de rémunération des établissements. À partir de 2022, et ça c'est un point qui est important, c'est aussi la prise en compte de l'impact néfaste en matière sociale et environnementale du portefeuille d'investissement. Alors c'est important parce que la réglementation européenne met en œuvre le concept dit de double matérialité. La double matérialité, c'est d'une part l'impact du changement climatique sur les établissements financiers, mais d'autre part, et donc à partir de 2022, l'impact des politiques de financement mises en œuvre par les établissements financiers sur l'environnement. Et là, ça introduit une dimension supplémentaire du risque de transition ou du risque lié au changement climatique qui est insuffisamment pris en compte par les établissements financiers, c'est le risque de responsabilité. Donc à partir du moment où on commence à publier et on reconnaît que l'on a un impact sur l'environnement, eh bien on est potentiellement exposé à des poursuites judiciaires ou légales mises en œuvre sur ce risque de responsabilité. Le dernier volet de cette directive, c'est la publication d'informations supplémentaires précontractuelles qui concernent notamment les produits qui sont présentés comme étant durables. Donc ça concerne tous les produits de finance verte. Un deuxième aspect important dans la réglementation, c'est aussi l'entrée en application de la loi énergie-climat et notamment de l'article 29 qui, comme je l'ai dit, remplace l'article 173 qui avait des implications importantes en termes de publication des établissements financiers, en particulier des investisseurs institutionnels, assurances et sociétés de gestion, mais aussi maintenant les banques, avec en particulier, dès l'année prochaine, l'intégration du risque de biodiversité. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, mais sur lesquels les établissements vont devoir commencer à travailler. Alors, l'ACPR s'est aussi lancée dans la réalisation d'un exercice de stress test climatique, un exercice pilote, dont l'objectif est tout d'abord de sensibiliser les acteurs financiers au risque de changement climatique, mais c'est aussi une dimension méthodologique, puisque un des objectifs, c'est à la fois d'identifier les difficultés rencontrées par les établissements pour conduire ce type d'exercice, pallier les insuffisances des modèles internes et identifier aussi les besoins en données qui pourraient être liés à la conduite d'exercices de type de stress test climatique. Les caractéristiques de l'exercice pilote sont les suivantes. C'est un exercice volontaire mais qui rassemble les principales banques françaises et les principaux assureurs français. On couvre à peu près 88% du marché de la banque et de l'assurance par cet exercice. C'est un exercice qui est aussi inédit et ambitieux. C'est la première fois au monde où un superviseur soumet ses établissements à ce type d'exercice. C'est un exercice bottom-up, donc dans lequel les établissements évaluent eux-mêmes, sur la base d'hypothèses définies par la Banque de France et la CPR, l'impact du changement climatique sur leur bilan. Les caractéristiques, c'est un environnement long, puisque l'exercice porte sur 30 ans, de 2020 à 2050, une couverture géographique large, puisque le changement climatique est mondial et les groupes bancaires et financiers, pour certains d'entre eux, sont des groupes internationaux, donc on prend en compte les expositions de ces groupes dans différentes régions du globe. L'exercice porte à la fois sur le risque de transition donc lié au changement ou à la mise en œuvre de politiques énergétiques ou l'apparition de nouvelles technologies ou des changements de comportement de la part des acteurs financiers, mais aussi du risque physique, c'est-à-dire de la matérialisation effective du risque de transition. Et enfin, ça couvre à la fois l'actif et le passif, notamment des sociétés d'assurance. Alors, dernier élément d'information, le calendrier de l'exercice. Donc, le calendrier de l'exercice, pour l'instant, est parfaitement respecté. On a eu une première remise de la part des établissements en octobre, et donc la remise définitive est prévue en fin d'année, en tout début d'année prochaine, et une publication des résultats est prévue pour le mois d'avril 2021. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent. C'est évidemment un exercice très très novateur et la CPR est particulièrement fière d'être en avance sur ce terrain.
Nous changeons complètement de sujet, mais ça reste un sujet très essentiel au sein de la liste de nos priorités. C'est celui de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est Marie-Cécile Duchon, que nous avons déjà entendue en première partie de matinée, qui prend la parole pour nous exposer le point sur ces risques. Marie-Cécile. Merci. Alors, avec ces derniers mois et l'accélération de la transformation digitale qui a touché l'ensemble des acteurs du secteur financier, banques, assurances et même au-delà, les risques liés à la sécurité des systèmes d'information continuent à prendre de l'ampleur. Si on regarde du côté du SGS-CPR, on a déjà eu l'occasion de communiquer précédemment lors de conférences sur ce sujet. Et encore récemment, le mois dernier, nous avons publié une étude, analyse et synthèse, qui fait un peu le bilan de la situation et des risques liés au système d'information sur le secteur de l'assurance. Si l'on regarde au niveau international, cette priorité du risque cyber est aussi un sujet d'importance et l'engagement des autorités dans ces initiatives, ainsi que la rapidité avec laquelle les travaux se concrétisent, en témoignent. Pour autant, l'adaptation du cadre de supervision n'est pas terminée. Certaines problématiques, comme la supervision des prestataires dans les opérations d'externalisation, se font de plus en plus prégnantes. D'autres problématiques émergent avec les applications de plus en plus massives de technologies comme la blockchain ou l'intelligence artificielle. Si l'on regarde maintenant du côté de la Commission européenne, et donc de l'agenda réglementaire européen, en 2018, on a eu un plan d'action de la Commission européenne, dit le plan d'action FinTech, qui, après quelques mois de consultation publique, a débouché en septembre de cette année sur l'adoption du Digital Financial Package par la Commission européenne. Alors, il nous intéresse pour deux textes plus particulièrement, qui sont d'une part celui relatif à la résilience opérationnelle, donc le texte c'est le texte DORA, Digital Operational Resilience Act, et aux crypto-actifs, donc MiCA, Market in Crypto Asset. Les négociations viennent de s'ouvrir, donc en octobre 2020, sous la présidence allemande. Et même si on ne connaît pas exactement la date de fin des négociations ni le processus législatif dans son ensemble, l'ambition de la Commission européenne est d'avoir une adoption rapide de ces propositions législatives, donc pour une entrée en application à horizon 2022. On va rentrer maintenant dans le détail du texte, du premier texte, donc le projet DORA, donc celui sur la résilience opérationnelle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il est encore en cours de négociation, mais les grandes idées du texte sont déjà connues et publiées. Donc, nous avons plusieurs blocs, notamment autour de la gestion du risque informatique, donc avec des règles qui doivent être homogènes et qui vont s'appliquer de manière large à l'ensemble des acteurs du secteur financier, une gouvernance appropriée avec des plans et une stratégie de résilience digitale et d'autres sujets plus techniques. La meilleure prise en compte des incidents de sécurité avec un point notable qui est la notification au superviseur des incidents majeurs qui va se dérouler en 3 temps. Le premier temps à J ou J+1 sur l'incident lui-même, un premier rapport intermédiaire à 1 semaine qui fait un premier bilan et enfin un rapport définitif au plus tard 30 jours après la déclaration de l'incident. Sur les tests de sécurité, là aussi, quelques précisions sur les attendus en matière de tests et de plans. Et enfin, pour les plus grands établissements, des tests de sécurité dits avancés, TLPT. Enfin, un dernier bloc sur la gestion du risque de tiers, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est que, encore une fois, comme les contours sont connus, il est possible à tous les établissements de procéder à une auto-évaluation et ainsi de pouvoir identifier les chantiers à venir. Maintenant, sur les principaux enjeux du projet DORA, c'est un texte qui est en cours des négociations sur lequel il est difficile de faire un bilan, mais les avancées sont quand même assez notables.
en ce sens qu'on a une approche holistique de la gestion du risque informatique avec un périmètre d'application large qui comprend l'assurance, la banque, mais encore une fois l'ensemble des acteurs du secteur financier. Et on peut aussi noter la supervision facilitée du risque cyber, notamment sur la qualification et le reporting des incidents. Ça permet aussi, et c'est un élément majeur, de répondre à la problématique croissante de la gestion du risque de tiers, avec en particulier l'établissement d'une liste de prestataires de services critiques par les autorités de supervision européennes, avec obligation d'établissement dans l'Union européenne. Et aussi la création d'un forum de surveillance, Oversight Forum, qui sera doté de pouvoirs de surveillance et éventuellement de sanctions. On peut aussi noter de manière complémentaire qu'il permet, ce texte, une gestion de la résilience opérationnelle à plus grande échelle, avec une collaboration accrue entre les superviseurs nationaux et européens. Et enfin, dernier élément, l'importance de la proportionnalité qui est intégrée dans ce texte, et même si, de l'avis de certains, c'est peut-être pas assez. Voilà. Pour passer maintenant au projet MiCA, donc Market in Crypto Asset. Les avancées réglementaires sont là aussi notables, mais ce qu'on peut d'abord noter, c'est l'ambition de ce texte de répondre aux besoins d'harmonisation au niveau européen de l'ensemble de l'encadrement des crypto-actifs, avec un contenu organisé selon les différents types d'acteurs. Donc nous avons d'une part les jetons se référant à des actifs, les jetons de monnaie électronique et les autres cryptoactifs. Sur les deux premières catégories, les émissions seront soumises à autorisation et nous pouvons aussi noter que l'autorisation préalable des prestataires sur les services sur cryptoactifs. Enfin, là aussi, je vais y revenir, mais la surveillance des émetteurs significatifs sera assurée par l'autorité bancaire européenne. Donc globalement, MiCA est accueilli favorablement. Le texte est perfectible, mais il s'inspire de textes déjà existants, comme la loi Pacte et la directive sur la monnaie électronique, ce qui devrait en faciliter l'application par les acteurs de marché. Globalement, donc là aussi, un accueil plutôt favorable à ce texte qui répond à différents enjeux. Le premier enjeu, encore une fois, c'est celui de l'harmonisation de l'encadrement des cryptoactifs au niveau européen, ce qui va faciliter l'émergence des services financiers innovants et inclusifs, tout en limitant les risques liés aux cryptoactifs. Cela permet aussi de répondre aux vides réglementaires apparus au moment de l'émergence de stablecoins. Donc le stablecoin, c'est par exemple le projet Libra, et ça permettra vraiment de prendre en considération la difficulté à réguler au niveau d'un État membre, puisque la supervision sera transférée à l'autorité bancaire européenne quand ces stablecoins seront significatifs. Et enfin, on peut noter le renforcement de l'information des utilisateurs avec la publication d'un livre blanc par l'ensemble des émetteurs de cryptoactifs, lequel sera intégré aux conditions d'autorisation pour les émissions de stablecoins. Donc en conclusion, un agenda réglementaire qui est lui aussi très chargé sur les risques cyber, et il nous apparaît important au niveau du SGACPR d'intensifier les échanges avec la place de manière à assurer une montée en puissance de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce risque cyber. Merci. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et oui, en effet, nous aurons l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises dans les mois qui viennent. Et je ne suis pas certain que ce ne sera même pas un des prochains thèmes majeurs de nos prochaines conférences dans les années à venir, car c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'importance. Alors un sujet qui lui reste très important hier, aujourd'hui et demain, c'est celui de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On va en parler plusieurs fois aujourd'hui, puisque nous avons aussi un focus dédié à la question des intermédiaires et de leur rôle dans cette
cette lutte contre le financement. Mais là, nous faisons un point d'actualité sur la lutte contre le blanchiment. Et Philippe Berthaud, qui est directeur du contrôle des établissements de crédit à la CPR, va s'en occuper. Philippe. Merci Dominique. Donc, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité de la réglementation et de la supervision en matière de LCBFT, sans prétendre à l'exhaustivité. Il peut être utile de commencer en rappelant les éléments de contexte qui font l'arrière-plan en quelque sorte de ce point d'actualité. 3 éléments se détachent. Le premier élément, c'est la transposition de la 5e directive anti-blanchiment, opérée par l'ordonnance et les décrets du 12 février 2020. J'y reviendrai dans la première partie de cette présentation. Le deuxième élément, c'est l'évaluation de la France par le groupe d'action financière, le GAFI, qui a débuté à la fin de 2019 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année prochaine en passant par une visite sur place très importante qui interviendra dans quelques mois. Cette évaluation par le GAFI a déjà conduit à un certain nombre d'adaptations, comme celles qui ont porté sur le dispositif de gel des avoirs, ce sera ma deuxième partie, et puis sur le contrôle interne LCBFT, ce sera ma troisième partie. Enfin, le troisième élément de contexte important, qu'on nous concerne plus directement, concerne la supervision LCBFT dans l'Union européenne, avec le rôle de coordination renforcé et confié à l'autorité bancaire européenne, et puis le développement de la coopération entre superviseurs. Ce sera l'objet de ma dernière partie. D'abord, les changements introduits par la 5e directive anti-blanchiment et ses mesures de transposition. Encore une fois, sans prétendre à l'exhaustivité. Je vais insister sur 4 changements. En matière d'entrée en relation à distance, les mesures de transposition ont largement repris des propositions d'un groupe de travail animé par le pôle FinTech Innovation de la CPR. Ces propositions visaient à faciliter les entrées en relation à distance, donc sans présence physique du client, qui représente une tendance de fond au-delà du contexte pandémique. Donc faciliter ces entrées, mais tout en préservant un niveau de sécurité adéquat. Donc le point d'équilibre réglementaire qui a été trouvé prend désormais la forme de l'acceptation de dispositifs présentant un niveau de garantie substantiel au sens du règlement européen EIDAS, référence qui a remplacé la référence au niveau de garantie élevé qui existait jusqu'alors. Ce changement important, couplé aux autres mesures qui sont rappelées sur cette slide, et surtout couplé à la mise sur le marché de solutions technologiques répondant au niveau de sécurité requis, devrait faciliter les entrées en relation à distance dans les mois qui viennent. Le deuxième élément concerne la détermination des bénéficiaires effectifs. Vous savez, ce sont les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent une personne morale. La 5e directive y a apporté un certain nombre de précisions, notamment dans l'objectif de lutter contre les structures opaques. Ici également, les mesures de transposition ont visé un point d'équilibre entre, d'une part, des obligations accrues, et puis d'autre part, des mesures de facilitation des accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Sur le premier aspect, je souligne la nécessité de mettre en œuvre des mesures complémentaires à la collecte d'un extrait du registre des bénéficiaires effectifs dès lors que le client n'est pas considéré comme étant de risque faible. Sur le second aspect, j'insiste sur la responsabilité partagée entre les organismes et les superviseurs de veiller à la qualité de la connaissance des bénéficiaires effectifs. Alors cette responsabilité partagée, elle se manifeste dans l'obligation qui nous est faite, à nous, comme aux organismes, de signaler aux greffiers des tribunaux de commerce les écarts que l'on peut identifier entre les informations du registre et puis les données dont nous avons connaissance, nous, au travers de nos contrôles, et les organismes dans le cadre des relations commerciales qu'ils ont avec la clientèle. Le troisième impact important de la 5e directive concerne le traitement des pays tiers à haut risque.
où il y avait un besoin d'une plus grande harmonisation au sein de l'Union européenne dans la gestion des relations d'affaires impliquant de tels pays. Sa transposition prévoit donc un encadrement renforcé, comprenant plusieurs étages, qui sont rappelés sur cette slide, avec notamment la nouveauté, c'est le deuxième étage, qui vise une mesure de vigilance supplémentaire à choisir dans une approche par les risques. Et sur ce sujet des pays tiers au risque, je signale également que la Commission européenne a sorti une nouvelle liste des pays tiers au risque qui était entrée en vigueur au 1er octobre. Enfin, pour finir sur la 5e directive, cette directive a conduit à des changements sur le régime de la monnaie électronique dite anonyme. Donc, ce sont ces instruments de monnaie électronique, comme les cartes prépayées, qui ne nécessitent pas l'identification et la vérification de l'identité du porteur ou du client. Et il est en effet apparu que ces instruments peuvent devenir des vecteurs de financement du terrorisme. Donc, de ce fait, les conditions d'accès au régime de vigilance simplifiée que je viens de décrire, donc pas d'identification ni de vérification de l'identité du porteur, les conditions d'accès à ce régime ont été durcies, en particulier s'agissant du plafond de stockage. J'ajouterai peut-être une précision qui ne figure pas sur la slide, qui est, je pense, utile dans le contexte actuel. C'est que l'une des conditions pour pouvoir bénéficier du régime de la monnaie électronique anonyme, c'est que la monnaie électronique doit être émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation. Cette condition empêche notamment que la monnaie électronique anonyme puisse servir à acheter des cryptoactifs. J'en viens maintenant au dispositif de gel des avoirs. Et à ces évolutions qui ont été apportées par l'ordonnance du 4 novembre 2020, donc très récemment, dans le but de lutter plus efficacement contre le terrorisme et son financement. Comme vous le savez, les personnes assujetties à la LCBFT sont tenues de mettre en place sans délai les mesures de gel des avoirs prononcées par la France, l'Europe et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces mesures permettent de prévenir des activités criminelles ou terroristes en bloquant l'accès aux comptes bancaires ou aux ressources économiques des personnes qui sont visées par ces mesures de restriction. La publication de l'ordonnance intervient dans le contexte de l'évaluation de la France par le GAFI, dont les travaux ont souligné la nécessité d'assurer le respect des désignations adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sans délai. Et l'ordonnance a précisément l'objectif de permettre une mise en œuvre plus rapide des décisions de gel du Conseil de sécurité. Donc concrètement, le ministre chargé de l'économie, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères, pourront rendre applicables sans délai ces décisions, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution qui rend applicables les désignations du Conseil de sécurité. Parmi les autres modifications introduites par l'ordonnance, on peut souligner la confirmation de l'assujettissement aux mesures européennes et nationales des succursales des organismes français établis hors de France. Un autre point aussi d'importance, c'est qu'un arrêté sur les procédures et le contrôle interne LCBFT devrait être publié d'ici la fin de l'année. Cet arrêté est un peu à la confluence des mesures de transposition des directives anti-blanchiment et puis de l'évolution des recommandations du GAFI, qui ont rendu nécessaire une mise à jour des dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui est bien connu des organismes du secteur bancaire. Dans un souci de lisibilité pour les acteurs amenés à mettre en œuvre ces obligations, l'arrêté prévoit un cadre juridique harmonisé pour l'ensemble des organismes financiers, qu'ils relèvent du secteur de l'assurance ou du secteur de la banque. Ces organismes étant assujettis aux mêmes obligations en matière de LCBFT et de gel des avoirs, il a semblé logique de prévoir un régime commun en matière de contrôle interne sur ces obligations. L'arrêté reprend donc en grande partie les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relative à la LCBFT et les complète en tenant compte de l'évolution du cadre juridique européen et puis de l'évolution des recommandations du GAFI. Un point important à souligner,
c'est que ces dispositions spécifiques à la LCBFT ne remettent pas en cause l'intégration des dispositifs de contrôle interne LCBFT dans le dispositif général de contrôle interne des organismes, qu'ils soient régis par l'arrêté du 3 novembre 2014 ou par les dispositions issues de Solva II. J'en viens à la dernière partie de cette présentation, qui concerne les implications de la 5e directive et aussi d'ailleurs de CRD 5 sur les autorités de supervision. En matière de LCBFT, la plus importante, c'est le principe posé par ces deux directives d'un échange le plus large possible entre superviseurs LCBFT d'un côté, et puis entre superviseurs LCBFT et superviseurs prudentiels de l'autre. Alors pour une autorité intégrée comme l'est la CPR, responsable à la fois de la supervision prudentielle et de la supervision LCBFT, ce principe de coopération est, je dirais, un fait de nature. Mais tous les superviseurs prudentiels en Europe ne sont pas nécessairement en charge de la LCBFT, et c'est notamment le cas de la BCE, qui supervise au plan prudentiel les grands établissements bancaires, mais n'a pas de compétences en matière de LCBFT. Alors pourquoi cet intérêt réciproque entre le prudentiel et la LCBFT? En fait, parce que de nombreux éléments d'analyse peuvent éclairer également ces deux supervisions. Alors c'est vrai de la gouvernance et du contrôle interne dont on vient de parler, mais c'est aussi vrai de l'analyse du modèle d'activité, et puis c'est aussi vrai en matière d'examen de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants, ce qu'on appelle dans notre jargon le fit and proper. En fait, on se rend compte que une large partie des centres d'intérêt prudentiels peuvent intégrer une dimension LCBFT, d'où l'importance de cet échange entre superviseurs. Alors comment ces échanges vont-ils ou sont-ils déjà concrétisés? Alors cela s'est concrétisé d'abord par un accord multilatéral conclu en 2019 entre toutes les autorités européennes compétentes en matière de LCBFT et la BCE. Donc, concrètement, au titre de cet accord, nous transmettons, nous à la CPR, à la BCE, les informations que nous avons recueillies ou les analyses que nous produisons en matière de LCBFT qui nous paraissent avoir un intérêt pour la BCE dans son exercice de supervision prudentielle. Et cela fonctionne évidemment également dans l'autre sens de la BCE vers la CPR. La coopération croissante entre superviseurs s'est également développée sous l'égide de l'autorité bancaire européenne, qui est devenue en début d'année l'autorité européenne de supervision compétente en matière de LCBFT pour l'ensemble du secteur financier européen. Pour favoriser cette coopération, l'ABE a publié des orientations qui prévoient la mise en place de collèges LCBFT sur le même principe que les collèges prudentiels qui sont en place depuis de nombreuses années. Donc ces collèges LCBFT ont vocation à se réunir à intervalles réguliers, à rassembler les autorités LCBFT des groupes financiers transfrontaliers pour leur permettre d'échanger des informations sur le profil de risque BCFT des différentes entités qui composent ces groupes transfrontaliers, puis aussi envisager des pratiques de supervision coordonnées. Les superviseurs prudentiels, de même que les cellules de renseignement financier, donc TRACFIN en France, y participeront en tant qu'observateurs. Alors pour la France, nous aurons à mettre en place une vingtaine de ces collèges LCBFT d'ici la fin de 2021. Nous en avons déjà mis en place 4 qui se sont réunis à distance pour la première fois la semaine dernière. Donc voilà pour ce tour d'horizon d'une actualité qui reste riche et qui continuera à évoluer en 2021, notamment avec la poursuite du plan d'action de la Commission européenne en matière de LCBFT. Oui, merci beaucoup Philippe pour cette actualité du blanchiment. C'est une actualité qui reste extrêmement riche et évolutive, et nous savons bien que nous avons devant nous encore beaucoup de sujets à évoquer, notamment en effet les potentielles propositions à venir de la Commission européenne. Et puis au niveau plus français, bien sûr, nous avons l'évaluation du GAFI qui a été mentionnée et qui a été décalée à cause de la crise sanitaire, mais qui va bien avoir lieu en début d'année 2021. Donc pour nous, un nombre de défis importants dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Merci donc pour cette mise en perspective. Nous allons à nouveau changer de sujet pour finir cette matinée sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler beaucoup d'encre, qui est celui, mais appréhendé d'une manière très générale et non pas spécifique. Nous avons pensé qu'il était important qu'on revienne sur la question de la clarté des garanties et de la commercialisation dans le domaine de la protection de la clientèle, parce que on voit bien que les sujets d'actualité sur quel type de garantie est couverte, pas couverte, comment le faire savoir, ont pris une ampleur très très particulière à l'occasion de cette crise sanitaire. Donc, afin de faire cela, nous avons demandé à deux éminentes spécialistes qui travaillent au sein de la direction de la protection de la clientèle, Muriel Gravja et Bénédicte Séché, qui vont donc nous présenter ce sujet des garanties et de la commercialisation. À vous la parole. Bénédicte d'abord. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Donc effectivement, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et comme le rappelle l'autorité régulièrement dans ses publications, les contrats d'assurance recèlent un certain degré de complexité. Cette complexité se retrouve dans tous les contrats, y compris ceux pour lesquels le taux d'équipement de la population est très important. Si parfois le sujet ne fait pas débat, effectivement, les contrats d'assurance vont donner lieu à beaucoup de travaux de place afin de les rendre plus lisibles par la clientèle. On peut citer par exemple les contrats d'assurance complémentaire santé qui, depuis de nombreuses années, font l'objet de travaux pour les rendre plus compréhensibles de tout public. Cela passe notamment par une harmonisation des présentations des tableaux de garantie ou encore par des exemples pédagogiques, et ce afin de clarifier leur étroite imbrication avec le régime obligatoire d'assurance maladie. Alors toutefois, les professionnels doivent poursuivre leurs travaux et continuer à améliorer la clarté des garanties sur tous leurs produits. On peut évoquer deux enjeux de clarté à titre d'exemple liés à l'assurance emprunteur et à l'assurance dépendance. Concernant l'assurance emprunteur, qui peut affirmer qu'un un tableau croisé mêlant taux d'incapacité fonctionnelle et taux d'incapacité professionnelle pour déterminer un taux d'invalidité décorrélé de toute appréciation d'un régime obligatoire d'assurance maladie est compréhensible par les assurés. Dans le second cas, concernant l'assurance dépendance, quel organisme n'a pas reçu de réclamation d'assurés mécontents car il n'était pas considéré comme étant suffisamment dépendant pour pouvoir être indemnisé, et mécontents parce que finalement ils n'avaient pas appréhendé les limites de l'étendue de leur couverture. Dans ces deux exemples, on le voit bien, la clarté des garanties est pleinement liée aux enjeux de la gouvernance produit. Et la clarté s'articule avec ce travail sur la conception des produits qui doivent correspondre aux besoins de la clientèle cible définie. D'une manière générale, nous avons tendance à penser que la clarté des garanties, c'est un sujet pour les consommateurs, mais c'est tout autant un sujet pour les professionnels. Et l'absence, le manque de clarté est source de risque pour les organismes d'assurance et ils ne doivent pas le négliger. C'est le manque de clarté, le non-respect des règles de base peut être lourd de conséquences, et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, nous en avons eu une illustration avec les garanties perte d'exploitation, sujet sur lequel l'autorité s'est exprimée au mois de juin dernier. Alors, quels sont ces risques? On peut en citer trois principaux. Tout d'abord, c'est le risque, c'est l'obligation de payer des prestations au-delà de ce qui était initialement prévu.
Alors les règles en la matière sont claires et nous pouvons citer principalement 3 textes. Et tout d'abord l'article 1190 du Code civil qui, au terme duquel les contrats d'adhésion s'interprètent contre celui qui l'a proposé. Nous avons également l'article L211.1 du Code de la consommation, au terme duquel les clauses non claires, non compréhensibles s'interprètent en faveur du consommateur. Et enfin, bien entendu, l'article L113.1 du Code des assurances relatif aux clauses d'exclusion. Ces clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être équivoques quant à leur étendue, et elles doivent laisser place à une garantie substantielle. La jurisprudence en la matière est constante. Les clauses non formelles, non limitées sont inopposables aux assurés. Donc on le voit bien, un contrat ambigu, c'est un risque pour les organismes de payer des prestations au-delà de ce qu'ils avaient initialement prévu, ce qui peut s'avérer très préjudiciable d'un point de vue prudentiel. On arrive au deuxième risque, qui est le risque de contentieux. Effectivement, un contrat ambigu que l'assureur se refuserait à considérer comme tel, ou bien qu'il considérerait comme tel, mais qui se refuserait à appliquer en faveur des assurés, c'est un risque contentieux qui doit être provisionné, avec à la clé le risque d'une condamnation judiciaire. Nous pouvons relever que certains acteurs s'organisent afin de faciliter les actions collectives à l'encontre d'organismes d'assurance. On arrive donc au troisième risque important auquel s'exposent les organismes d'assurance, c'est le risque d'image et de réputation. Son l'évaluation de ce risque dépendra des relais médiatiques qui communiqueront sur les mécontentements des assurés qui estiment, qui considèrent ne pas percevoir l'indemnisation qui leur serait due. Finalement, il est vraiment de la responsabilité des organismes de maîtriser, d'avoir une maîtrise de toutes les clauses de leur contrat. Et ce, quel que soit le mode de distribution. Et donc, ça nécessite un contrôle des délégataires de gestion, des distributeurs, et quelle que soit l'ancienneté du contrat. On peut dire qu'un contrat clair, c'est un contrat qui ne réservera pas de mauvaises surprises à l'assuré et qui permettra donc de le fidéliser. On voit bien que la clarté des garanties, c'est un enjeu. Et je vais laisser la parole à Muriel qui va également évoquer un autre enjeu qui est la clarté de la commercialisation. Merci Bénédicte. La clarté de la commercialisation débute par une publicité claire, exacte et non trompeuse. Si l'on prend l'exemple de l'assurance vie, le respect de ces principes est d'autant plus important dans le contexte de réorientation des politiques commerciales en faveur des unités de compte. Cette évolution qui s'est accélérée en 2019 et qui se poursuit actuellement a eu pour conséquence des publicités avec des produits pouvant être plus difficiles à appréhender par le consommateur. Pour quelles raisons ? Parce qu'il s'agit soit d'offres promotionnelles qui sont soumises à davantage de conditions, et notamment à des conditions d'investissement en unité de compte, soit parce qu'il s'agit de nouveaux produits comme des contrats intégralement composés d'unités de compte, ou des produits tentant de concilier les notions de garantie et de diversification pour répondre aux besoins de garantie en capital exprimés par les clients. Or, la publicité, c'est le premier acte de commercialisation. À ce titre, elle va conditionner la vision que le client va avoir du produit ou de l'offre. Il est dès lors primordial, et la CPR a déjà eu l'occasion de le rappeler, que les clients puissent immédiatement identifier les risques auxquels ils vont être exposés en cas de souscription.
Pour y parvenir, les professionnels doivent mettre en œuvre une présentation claire et équilibrée de l'offre, en présentant les risques corollaires des avantages qu'ils mettent en avant dans les publicités de manière apparente dans le corps principal du texte publicitaire, c'est-à-dire la partie créative de la publicité. Ce qu'il faut en déduire, c'est que le client ne doit pas avoir à rechercher la présence de l'avertissement dans la publicité. En d'autres termes, le renvoi en mention de bas de page pour exprimer le risque ne peut pas répondre au principe d'équilibre. L'objectif ainsi poursuivi est de permettre aux clientèles de pouvoir identifier et comprendre les principaux éléments pour pouvoir décider en toute connaissance de cause s'ils souhaitent poursuivre et initier un processus de souscription. Je vous propose maintenant d'aborder la déclinaison concrète de ces principes à travers des pratiques que nous avons relevées dans des publicités. Ces pratiques, elles sont intéressantes parce qu'elles font figurer dans un même champ visuel l'avantage mis en avant et les éléments corollaires à prendre en compte pour effectuer un choix éclairé. Nous allons les illustrer à l'aide de plusieurs types d'offres dont le point commun est la nécessité d'un investissement en unité de compte, en UC pour aller plus rapidement sur l'acronyme. Donc dans le cas d'un taux de rendement passé, nous avons observé des publicités qui présentaient dans le même champ visuel l'avertissement sur les performances passées qui ne préjugent pas des performances à venir, mais également le pourcentage minimum d'investissement en unité de compte requis pour accéder au fonds en euros et le risque de perte en capital qui en découle. Ainsi, l'intérêt de la présentation ici est double. D'une part, le consommateur est alerté sur le fait que s'il souscrit, il ne bénéficiera pas nécessairement du taux de rendement mis en avant dans la publicité. Et d'autre part, il est mis en mesure de comprendre que pour accéder à ce fonds en euros, il devra malgré tout effectuer des investissements en UC et donc supporter un risque de perte en capital sur cette partie. Prenons maintenant le cas de primes financières ou de promotion sur les frais sur versement. Là, nous avons identifié des publicités qui présentaient dans le même champ visuel le pourcentage minimum d'investissement en UC, le risque de perte en capital qui en découle, le montant du versement initial et dans le cas de la promotion sur les frais, l'indication également du niveau de frais applicable après la période promotionnelle. Dans ce type de présentation, le consommateur va pouvoir immédiatement savoir si l'offre répond à ses besoins et est adaptée à sa situation, notamment financière, parce qu'au-delà du risque de perte en capital qu'il convient nécessairement de prendre en compte, le montant du versement initial peut parfois être aussi conséquent pour bénéficier notamment de primes financières et ne pas convenir à tous. Dans le cas des promotions sur frais, là encore, le consommateur va pouvoir évaluer l'intérêt de l'offre rapidement en disposant notamment des taux applicables pendant la promotion et après la promotion, et pouvoir du coup se faire une bonne idée de l'intérêt de l'offre. Après avoir évoqué des offres à caractère promotionnel, nous allons nous arrêter un bref instant sur les unités de compte liées à la finance durable. En effet, dans le contexte actuel d'une augmentation des publicités sur cette thématique et de la préoccupation croissante des consommateurs qui sont davantage en quête de sens depuis la crise sanitaire, la mise en avant d'unités de compte ne doit pour autant pas faire oublier le risque de perte en capital inhérent à la nature de ces supports. Ainsi, ce risque, il est nécessaire qu'il soit mentionné de manière équilibrée dans les communications, afin notamment d'éviter que les consommateurs ne retiennent que le discours qui fait écho à leurs préoccupations environnementales ou sociales, au détriment des risques. La publicité, si elle est effectuée en mettant en œuvre les principes de clarté et d'équilibre que nous venons d'évoquer, est propice à la fourniture d'une information et d'un devoir de conseil de qualité. Ces exigences, qui ne valent pas que dans le domaine de l'assurance vie, sont applicables en toutes circonstances et a fortiori dans le contexte actuel. Pour autant, si l'on en revient à l'assurance vie, le respect de ces exigences suppose une information précise, claire et complète sur le produit, ses supports d'investissement et les différents frais s'appliquant au support et au produit. Sur la base de ces éléments, il est de l'intérêt du client que ce devoir de conseil, il s'exerce aussi bien à la souscription qu'en cours de vie du contrat, afin que les produits restent adaptés au profil de risque des clients.
Cette exigence, elle est d'autant plus légitime dans le contexte actuel. En effet, les situations financières des clients ont pu être impactées par les conséquences de la crise sanitaire et leurs besoins ont pu évoluer. Ce conseil est donc indispensable lors de toute décision de versement ou d'arbitrage. La pertinence du conseil repose sur une absence de conflit d'intérêts. En effet, le conseil ne doit être affecté ni par les politiques commerciales, et notamment la réorientation de celles-ci en faveur des unités de compte, ni par le mode de rémunération des distributeurs. Enfin, de manière générale, le conseil délivré doit reposer sur un discours loyal. En particulier, dans cette période inédite, certaines personnes peuvent développer, en raison de la situation épidémique, une hypersensibilité aux risques liés à leur état de santé. Et ils peuvent être dès lors plus réceptifs à des discours utilisant des arguments commerciaux en faveur de produits d'assurance santé ou de prévoyance. Dès lors, l'ACPR rappelle que les distributeurs ont l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de la clientèle. Ils ne doivent donc en aucun cas s'appuyer sur ce type de crainte pour conseiller des produits ou des modifications de contrats qui ne seraient pas pleinement pertinents au regard des besoins réels des clients. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On aborde ici, en fin de matinée, des sujets qui sont vraiment tout à fait cruciaux et qui sont tout à fait au cœur des missions de l'ACPR.